Alors ce soir, nous allons parler des archéoptéryx. Ce soir, c'est aujourd'hui, oui, parce qu'il fait noir déjà. Alors, vous avez des questions sur les archéoptéryx? Non, on a les réponses avec, fait que on passe à un autre sujet. Le Christ, toutes les personnes, les humains qui étaient assujettis ou qui étaient manipulés par le faisceau ou l'atmosphère christique, a été résorbé. On peut appeler ça le 14e faisceau. Mm-hmm. Le prochain à venir, c'est celui auquel Lazare est rattaché. Mm-hmm. Alors, lorsque Lazare va avoir complètement résorbé le faisceau, nécessairement, toutes les personnes qui sont assujetties ou manipulées par ce faisceau-là vont immédiatement, en tout cas dans un même temps, vont tous décéder. Ça veut dire la majorité des gouvernants de la majorité des nations. Pourquoi pas tous? La majorité. Il y a encore des nations qui sont gouvernées par des imbéciles, qui sont des nations qui ne sont même pas des nations, c'est par accident qu'ils sont des nations. Mais la majorité des gouvernants solides de la majorité des nations font partie du faisceau lazaréen. À part Lazare, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont au courant de ce qui se passe concernant le faisceau? Oui. Qui sont assujettis au même faisceau? Qui sont assujettis au même faisceau, la minorité. Quelques-uns sont au courant, mais la grande majorité ne sont pas suffisamment au courant. Ils ont des idées, ils font partie de la franc-maçonnerie, de l'ordre rosicrucien, ils font partie de certaines sociétés secrètes, ils font partie d'écoles ésotériques. Ils sont du moins au courant, ils ont des bibliothèques, évidemment ce sont des aristocrates, parce que seule l'aristocratie dirige l'évolution d'une planète. Et ces personnages devront s'estomper prochainement et devront nécessairement être remplacés par des remplaçants. Non, mais ces remplaçants sont-ils prêts à remplacer? Ou ça va être... Non, ils ne sont pas prêts à remplacer, ils seront prêts quand ce sera le temps qu'ils remplacent. Ça ne sert absolument à rien de préparer un être humain pour lui dire maintenant que tu es totalement prêt, ben attends 15 ans, puis joue aux cartes. Alors, parce que l'humain n'est pas assez intelligent pour comprendre cela. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on prépare graduellement et progressivement l'humain, de façon à ce que l'humain soit prêt au bon moment. C'est évident que si un être humain serait suffisamment intelligent pour comprendre ce que c'est que la patience, et c'est un phénomène extrêmement difficile à comprendre pour la majorité d'entre ceux qui évoluent, à être patient, parce que la majorité des humains que je connais et des êtres humains ou ceux qui sont en naissance se plaignent souvent juste parce qu'ils sont impatients. Alors, leur impatience fait qu'ils disent « je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive ». Leur impatience leur fait dire « je ne comprends pas pourquoi ça n'aboutit pas ». Ils n'ont pas encore suffisamment d'intelligence pour pouvoir supporter le temps, donc pour pouvoir devenir patient. Et comme j'ai déjà expliqué dans une conférence ou dans un PMC+, l'être humain qui devient patient est un être humain qui sera retiré de l'évolution-involution temporairement de cette planète, c'est-à-dire qu'il sera placé dans une condition extrêmement confortable, où il n'aura rien d'autre à faire que d'attendre, mais cette attente pourra se faire dans son château, sur le bord de l'océan ou d'une plage magistrale, ou en voyageant un peu à travers le contexte planétaire, simplement pour passer le temps en attendant. Celui qui comprend l'intelligence de la patience, nécessairement devient désassujetti des limitations matérielles, il devient ce que l'humain appelle riche. Mais il devient encore mieux, il devient ce que moi j'appelle un aristocrate planétaire, c'est-à-dire qu'il devient riche en temps et en argent. Mais celui qui n'est pas capable de supporter la patience, donc le temps, celui qui est impatient, on ne peut pas le finir, l'achever, l'accomplir, le parfaire immédiatement, parce qu'une fois parfait, son ego, si l'ego n'a pas été programmé à supporter le temps, va nécessairement vouloir commencer le travail, alors que ce n'est pas le temps de commencer le travail. Donc, si c'est dans 2 ans que tu dois commencer à faire une chose, d'ici à dans 2 ans, on va étirer ton initiation pendant ces 2 années, de façon à ce que lorsque tu vas dire « je suis prêt », que ce soit le temps que tu agisses. Si tu serais capable de supporter le temps, eh bien, on pourrait finaliser cela dans les 2 mois qui viennent, et par la suite, tu aurais presque 2 ans à rien faire. Mais tu ferais rien confortablement. Est-ce que les remplaçants des dirigeants sont liés au même faisceau? Non, les remplaçants des dirigeants sont liés à différents faisceaux parce que la prochaine perturbation, mutation, le prochain renversement au niveau de la gestion de la planète va se faire sur le contexte énergétique, dans un contexte supramental, où les êtres humains sont appelés à entrer en contact avec leurs propres esprits. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, il y a eu plusieurs faisceaux aussi. À l'époque du Nazaréen, il y avait plusieurs humains reliés à leurs faisceaux qui avaient une certaine forme de conscience, Lazare étant le plus avancé à travers le lot.
à part évidemment le faisceau nazaréen. Aujourd'hui, l'être humain a une biologie lui permettant d'être en contact plus conscient avec son esprit, donc avec son intelligence, et c'est un rassemblement majeur d'humains exprimant tous les faisceaux qui devront prendre le contrôle du système planétaire. C'est ce que, ésotériquement, on appelle le grand monarque, et non pas simplement un monarque local, un pape, un dieu. Puis quand la résorption va se faire, ça va être tous les faisceaux en même temps. Non, il y a des faisceaux qui vont être prédominants, étant donné qu'il y a des faisceaux qui sont beaucoup plus réchauffés, qui sont reliés à des corps physiques beaucoup plus instruits, beaucoup plus formés. Mais même si la résorption des faisceaux ne sera pas homogène, c'est-à-dire qu'elle ne se fera pas homogène dans le temps, donc en même temps, ça n'empêche pas que tous les faisceaux auront accès à une forme d'aristocratie. Tous les faisceaux n'auront pas nécessairement accès à la tête de la hiérarchie, mais cela, on s'en fout. Lorsqu'on est intelligent, moins on a à réfléchir, moins on a à faire, mieux c'est. Donc, on ne court plus le haut, on court plutôt simplement son trou, là où on va être bien. Alors, il y a des faisceaux qui seront plus à la tête, mais la majorité, c'est-à-dire tous les faisceaux auront des expressions humaines qui leur permettront d'être parmi les prochains dirigeants ou gouvernants du système planétaire. L'être humain, par contre, de comprendre différentes choses, c'est qu'il se dit, dépendant de son âge ou dépendant encore de sa condition, moi, je ne suis vraiment pas parti pour être un dirigeant ou un gouvernant. La seule chose qu'il y a, c'est que je répète que l'être humain doit envisager sa vie sur les 500 prochaines années minimum, c'est-à-dire qu'il doit préparer son système réincarnationnel. Il doit savoir qu'étant donné qu'il s'en égoïse, il a nécessairement la création d'un double éthérique, ce qui le rend immortel du point de vue de sa conscience lucide. Et c'est cette conscience lucide, c'est-à-dire vous en tant que mental, sans les problèmes de l'ego, qui allez vous se réincarner si, à un moment donné, vos corps physiques meurent avant une fusion avec le double. Donc, il y a, premièrement, ce phénomène. L'être humain devra être un dirigeant si son mental devient un aristocrate. Aris, ça veut simplement dire contrôle, ça veut dire le meilleur, et Crassi veut dire que puissance, contrôle. Alors, l'être humain qui devient un aristocrate est celui qui a la meilleure part d'un système d'évolution. Lorsque l'humain vit dans cette vie, il peut observer ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il se regarde dans le miroir, et il peut encore prétendre qu'il n'a vraiment rien pour devenir un gouvernant. La seule chose qu'il y a, c'est que si on considère un être humain, et je peux donner des exemples, historiquement, il y en a tellement d'exemples. On peut prendre l'exemple de Napoléon, qui est un simple Corse, qu'on ne sait pas trop d'où il vient, c'est un simple soldat, et lentement, il gravit les échelons, il devient lieutenant, etc., jusqu'à temps qu'il soit l'empereur majeur d'un système de gouvernants. Et s'il s'était regardé dans le miroir, ou si ses parents s'étaient posé la question, est-ce que Napoléon va devenir l'empereur de France? C'est une vraie farce, tout le monde aurait ri. Si on prend l'exemple d'Adolf Hitler, qui, lorsqu'il était en prison pour un paquet de conneries, il était simplement à travailler, à haïr le monde, à haïr les Juifs, et quelques années après, c'est le Führer maître, parce qu'il y a plusieurs Führers dans l'époque du Troisième Reich, et il gouverne la majorité de l'Europe. C'est toujours fait d'une façon belligérante parce qu'il manque d'intelligence à travers l'expression de ces personnages. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous vous regardez présentement dans le miroir que vous pouvez décider ou comprendre ce que l'avenir vous réserve. Il faut que l'être humain s'achète une paire de bottes. Je l'ai dit souvent. Une grosse paire de bottes avec une batterie dedans et un moteur, puis une paire de bottes qui court après pour leur botter le derrière. Bon. L'être humain a simplement besoin de ce genre de choses. L'être humain est présentement placé dans une vision médiocre de sa constitution parce que ce n'est pas le temps. Alors l'être humain se dit, oui, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? L'être humain n'a pas de moyens pour pouvoir sonder sa génétique. Il n'a aucun moyen pour sonder ce qui lui reste de son ego. On en a parlé un peu dans un PMC+. L'être humain a la faculté de savoir ce qui constitue son ego, ce qui provient du passé pour constituer sa problématique d'involution, c'est-à-dire de stagnation contre le mental, mais il n'a pas encore de façon de sonder ce qui lui reste de sa génétique ou ce qui lui reste de son facteur réincarnationnel. L'humain, présentement, c'est exactement comme si on vous dit... On vous laisse, vous êtes comme des éléphants, de toute façon, on en a déjà parlé aussi. Vous avez, lorsque vous étiez jeune, il y a cela quelques milliers d'années, été attaché avec une immense chaîne après un poteau, après un arbre. Et vous avez appris à ne pas vous éloigner, parce que chaque fois que vous vouliez partir, la chaîne vous retenait et elle vous meurtrissait le pied. Aujourd'hui, comme les éléphants, une fois que les éléphants sont dressés, on les attache seulement avec une petite corde, avec une ficelle. Du moment qu'il sent le contour autour de sa jambe, il sait qu'il ne peut pas s'en aller. Évidemment, s'il voudrait partir, il partirait. L'humain, il ne lui manque pas grand-chose. Sauf que vous devez autoriser votre mental. Je parle à l'ego. Autrement dit, le mental, tout ce qui chez vous est suffisamment lucide, doit travailler à programmer l'ego pour que l'ego vous autorise à être. Et l'ego se dit, oui, mais à être quoi? On s'en fout. Il y a énormément de choses que vous savez. Il y a énormément d'informations et d'énergie que vous avez. Mais l'être humain souffre de fausse modestie. Il se croit un être humain. Il se croit un cancre, un humain, un animal.
ce qu'on a petit. On doit programmer son ego pour que l'ego vous autorise à. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait des faisceaux majeurs qui formaient le grand monarque. Est-ce que le faisceau majeur est au Québec? Il y a des faisceaux majeurs. C'est que tous les faisceaux réunis ensemble dans une coordination reliée par l'intelligence forment le grand monarque. Le grand monarque, ce ne sera pas un personnage à barbe qui va se promener dans une chaise triporteur pour donner des ordres. Le grand monarque, c'est une condition planétaire qui fait référence à l'expansion de l'intelligence à travers des corps physiques de différentes nations. Et il y a combien de faisceaux majeurs? Bien, il va en rester 12. Et est-ce qu'on sait, à la tête de chacun de ces faisceaux, il y a un petit monarque? Un avatar. Et est-ce qu'il y en a au Québec de ces avatars? Oui. Qui? Qui, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'égos qui pourraient s'accaparer de l'information pour se faire leurrer. De toute façon, on doit comprendre une chose, c'est qu'il y a des individus qui mécaniquement seront placés dans des structures de gestion, de coordination, alors qu'il y a d'autres individus qui seront placés dans des mécaniques d'accomplissement. Il n'y a pas de différence du point de vue de l'utilité cosmique dans un système d'évolution entre celui qui engendre et celui qui accomplit. Pour la simple raison que les deux sont importants. Celui qui cueille le blé est-il plus important que celui qui plante le blé? Non. Celui qui gère la gestion des moissonneuses-batteuses n'est pas plus important que celui qui conduit la moissonneuse-batteuse. Alors, l'ego recherche continuellement une espèce d'autorité, une autorité émotive, une autorité qui pourrait lui dire « Ah, c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on doit respecter, c'est lui que, bon... » Il n'y a pas d'autorité émotive qui peut s'instaurer dans un plan d'intelligence. Il y a une autorité du point de vue de la fonction. Et de ce point de vue, il devient absolument inutile, parce qu'inutilisable en tant qu'information, de connaître les personnalités ou le nom des individus avant que cela soit mécaniquement nécessaire. Ceux qui engendrent, ce sont ceux qui savent. Ceux qui engendrent sont ceux qui savent. Et ceux qui accomplissent, ce sont ceux qui ne savent pas. Ce sont ceux qui sont susceptibles de savoir et ce sont ceux qui savent à partir de celui qui a engendré. Donc celui qui engendre est quand même hiérarchiquement placé plus haut. Non, pour l'ego, oui. Mais dans la réalité cosmique, non. Mais dans la réalité planétaire, c'est lui qui va avoir les meilleurs traitements. Non plus. Il n'y a aucune différence au niveau de... Aucune différence. Puis est-ce que planétairement, il y en a une partie qui est plus nord planétaire, l'autre partie qui est où? Ça n'a pas d'importance. C'est nord planétaire, c'est le nord de la planète qui va diriger le système planétaire au complet. Et si on parle de différence entre un peu plus haut, un peu plus bas, disons qu'à un moment donné, un personnage aura son Boeing privé, alors que d'autres personnages que tu pourrais considérer comme étant plus petits auront simplement leur Lockheed privé. Sauf qu'il y en a un qui régulièrement se promène avec un conseil d'administration qui remplit un Boeing, alors que l'autre a un conseil d'administration de 8, 9, 10, 12 personnes. Mais est-ce qu'on peut dire que l'un des deux est plus confortable que l'autre? Puis à ce niveau-là, non, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de problème. Avoir une limousine à 2 places ou une limousine à 25 places, ça dépend de la quantité de gens que tu veux promener. Mais rendu à ce niveau-là, il n'y a pas plus confortable ou moins confortable, c'est la même chose. Puis est-ce qu'ils vont entrer en fonction bientôt? Oui, bientôt, oui. Est-ce qu'ils sont déjà entrés en fonction? Ah, ben là, ils sont déjà en fonction. Ils sont en fonction mécanique, inconsciente, occulte depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme premier travail de pilonner le monde de la mort, de néotyper le monde de la mort, et nécessairement, ils sont aussi un peu en repos, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler sur l'intelligentiation de l'animal humain. C'est-à-dire, ils doivent muter leur génétique, ils doivent muter leur ego, ils doivent aussi parfaire leur anégoïsation, ils doivent solidifier le contact double éthérique, intelligence promentale, ajusteur de pensée et âme pure, père-esprit. Et pendant ce temps, il y a des individus qui préparent le terrain, des individus qui... Certains ont des grandes moustaches, d'autres n'en ont pas, et d'autres ont des soutanes, qui préparent simplement le terrain pour pouvoir mortifier le monde de la mort traditionnel, pour permettre de déstabiliser la tradition sans engendrer une stabilité de néotype. Pourquoi? Parce que si on déstabilise la tradition, donc les archétypes, on oblige l'humain à rechercher de néotypes. Si les néotypes amenés par ces individus ne sont pas stables, l'humain va rester dans une espèce de marasme, dans un conflit intérieur, qui va l'obliger à tendre vers des néotypes plus solides qui seront menés par l'intelligence. Cela va faciliter la transition. Mais en ce moment, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce que va donner ce qu'ils font. Est-ce qu'il y en a parmi ceux-là qui font partie du gouvernement mondial? Non. Est-ce que ça va venir? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de faire partie du gouvernement mondial? Non plus, ils ne pourront pas. Parce que les précurseurs ne font jamais partie du curseur, c'est-à-dire que ce sont des gens qui commencent quelque chose inconsciemment, mais ils ne peuvent pas faire partie de celui qui va amplifier le phénomène, donc celui qui va l'instaurer convenablement, pour la simple raison que la constitution de leur ego
est orchestré de façon à ce que l'humain ne sache pas trop et que l'humain se missionne. Il est facile de dire que, par exemple, nous sommes supérieurs à un tel, à un tel, à un tel, c'est-à-dire que plus nous avons de la conscience, plus la conscience va se développer chez vous, moins vous pourrez faire des travaux que la majorité des animaux humains peuvent faire. Je parle de travaux psychologiques. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'être humain va comprendre l'assujettissement des autres, va comprendre les mécaniques d'évolution, va comprendre des problématiques planétaires, il ne sera pas capable de s'astreindre à une manipulation qui, pour lui, devient une phase d'évolution. Autrement dit, un être humain qui se conscientise ne peut pas, à un moment donné, ne pourra pas, psychologiquement, nerveusement, sentimentiquement, il ne pourra pas résister, il souffrira trop. Un être humain qui se conscientise et qui est rendu à un point de libération de l'attraction d'un maître, d'un prêtre, d'un Dieu, ne pourra pas partir une religion et se nommer prêtre ou se nommer fils de Dieu. Et il ne pourra pas jouer ce jeu parce que chaque fois qu'il verra les humains venir le prier, une seule impulsion va sortir à travers sa bouche, c'est « réveillez-vous, gang de cave ». Alors, pour qu'un humain puisse accomplir une transition entre l'archétype et les néotypes instables vers les néotypes stables reliés à l'intelligence, l'humain doit être omnibulé dans sa conscience, c'est-à-dire qu'on réveille l'humain sur certaines facettes de sa conscience, là où il a une tendance naturelle à se réveiller, et on bloque le reste. Alors l'humain finit par être convaincu qu'il a atteint le summum de l'expression de l'intelligence, qu'il a atteint le summum de la compréhension des mécaniques, et là, il est capable d'asservir une population à se réveiller à cette mécanique. Alors, si nous comprenons que l'extraterrestre est la finalité suprême du contexte planétaire, nécessairement, nous croyons, en tant qu'humains, à être au sommet de cette information et nous pouvons diriger les gens vers la mécanique extraterrestre. Si nous comprenons que l'extraterrestre n'est pas le summum et que l'extraterrestre est même une problématique dans l'évolution de l'humain, nous ne pouvons plus dire aux individus « agenouillez-vous devant les extraterrestres ». Nous devons dire à l'individu « les extraterrestres sont dangereux », mais là, l'individu reste mal pris. De l'Église et de Dieu, il se tourne vers l'extraterrestre, qui est aussi dangereux. Il se tourne vers les sommets, qui sont dangereux. Alors, il ne sait plus où se tourner. Alors, certains vont lui dire, tournez-vous vers vous. Et nous poursuivons, oui, mais faites attention à vos égaux. Pour certains humains qui ont une conscience génétique, une conscience réincarnationnelle, une conscience mentale apte à supporter ce genre de débéquillage, ces êtres humains ont l'opportunité d'être supramentalisables. Ils sont donc aristocratisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent finir par être les meilleurs, les plus parfaits dans le contrôle de la puissance. C'est l'aristocrate. Maintenant, l'être humain ne doit pas égoïquement vouloir être le meilleur. Quand on dit le meilleur, on fait référence au terme même de l'aristocratie. Aristos, meilleur. Et cratie, on le dit encore, puissance, contrôle. Lorsque l'être humain devient suffisamment supramentalisé, lorsque l'être humain a suffisamment de structures nerveuses lui permettant de supporter son ignorance, donc lorsqu'il est évolué, il ne peut pas faire le travail de ceux qui évoluent les autres. Actuellement, le gouvernement mondial est-il formé d'aristocrates planétaires? Le gouvernement mondial, les gouvernements de toute façon ont toujours été formés d'aristocrates. Tous les gouvernements, que ce soit des gouvernements spirituels, des gouvernements temporels, que ce soit des gouvernements alliant les deux, les gouvernements ont toujours été formés par l'aristocratie, les meilleurs parmi ceux qui dirigeaient la puissance. Étant donné que l'être humain a toujours eu de l'ego, nécessairement cette puissance est devenue du pouvoir. Et c'est pourquoi on parle donc de pouvoir, prendre le pouvoir entre autres. Le gouvernement mondial qui va être instauré dans les années qui vont suivre est nécessairement un gouvernement d'aristocrates, à la nuance près que ce gouvernement est constitué d'êtres humains reliés à des faisceaux espritiques et reliés à des faisceaux qui ont la faculté, qui ont la possibilité de s'exprimer à travers le centre laryngé et le centre neuronique de l'humain. Donc, ce sont des humains qui ont une capacité d'être reliés de l'intelligence. Le grand monarque, c'est celui qui dirige tous les grands dirigeants dans le futur. Non. Non. Le grand monarque, c'est une condition planétaire d'évolution reliée à l'intelligence. Est-ce que c'est une mécanique? Le grand monarque, c'est une mécanique. Le grand monarque n'est pas un individu. Donc, qui dirige la mécanique du grand monarque? Ce sont des forces intentionnelles qui proviennent des frontières de la création, extra-création. Ce sont des forces qui... Bon, là, on a déjà dit que l'ajusteur de pensée était la copie la plus conforme d'une mécanique intentionnelle, au-delà du plan bouddhique. Le grand monarque, étant donné que l'intelligence supramentale à l'intérieur de l'humain va s'opérer par la centralisation de l'intelligence dans un ajusteur de pensée, l'expression sera de plus en plus copiée sur l'intentionnalité. L'être humain aura
Pour l'animal humain, un être humain fusionné est un être humain totalement libre qui a un libre arbitre et qui est capable d'exprimer de l'intention réelle. Dans le phénomène cosmique, ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est à 80% juste. Alors, le grand monarque n'est assujetti à aucune mécanique par le haut, mais il accomplit une mécanique par le bas. C'est-à-dire que si, au-delà de la conscience du grand monarque, il y a une liberté totale, dans l'expression de l'animal humain sous le contexte planétaire, un contexte évolutionnaire, il reste des mécaniques qui vont assujettir le grand monarque à un non-libre arbitre qui sera estompé et digéré progressivement. Autrement dit, le grand monarque, c'est-à-dire l'intelligence supramentale à l'échelle du plan planétaire, sera progressivement, grâce aux humains connectés, donc aux aristocrates planétaires, capable de digérer les lois archétypales qui obligent l'humain à une mécanique réactionnelle. Donc, les êtres humains vont être fusionnés avec le grand monarque. Il n'y aura pas de décalage entre les êtres humains et le grand monarque. Tous les êtres humains qui seront capables de recevoir de l'intelligence supramentale, quel que soit le faisceau, seront ou feront partie du grand monarque. Le grand monarque, c'est l'intelligence supramentale, ce n'est pas un être humain qui va donner des ordres. Et le grand monarque, lui, a un décalage par rapport à l'intentionnalité extra-créationnelle. Le grand monarque la tête du grand monarque est presque intentionnelle, alors que les pieds du grand monarque, qui sont les humains, vont être reliés à une mécanique non libre arbitre qui progressivement va être digérée et dans quelques années, après l'instauration du grand monarque, l'intelligence aura totalement la liberté de s'exprimer à travers un contexte. Ce ne sera pas un libre arbitre total, on parle encore de 80% de liberté avec un 20% de non-libre arbitre, pour la simple raison que l'intelligence sera toujours assujettie à évoluer l'involution, donc elle sera assujettie à accomplir une mécanique ou accomplir une action qui dépend d'un autre phénomène, l'involution, donc de ce point de vue, elle n'est pas totalement libre, sinon il n'y aurait même pas d'involution, d'évolution ou de création. Est-ce que c'est la première fois qu'un grand monarque est instauré depuis la création? Si nous parvenons au grand monarque, dans le système créationnel, ce sera la première fois qu'un grand monarque naît de l'évolution, à travers toute la création. Il y a d'autres mécaniques hiérarchiques similaires au grand monarque qui sont en phase d'involution et qui proviennent de l'involution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment refroidis. Si nous parvenons jusqu'au grand monarque, et il y a une partie de l'histoire de l'humanité qui y parvient. Alors, lorsque nous parviendrons au grand monarque, le grand monarque sera pour la première fois une entité ou une mécanique, ou disons pas une mécanique nécessairement, mais l'expression de l'évolution. Ce sera la première fois dans la création. Est-ce qu'il y aura des policiers dans le grand monarque? Non, pas nécessairement. Tous les dirigeants qui seront des aristocrates supramentales feront partie de la monarchie, la grande monarchie. Absolument. Et ce qui va les distinguer, finalement, pourquoi on va les attribuer le titre de grand monarque? On ne leur attribuera pas le titre. Pourquoi ils seront des grands monarques? C'est parce qu'ils auront une même conscience ou un même point de vue. Exact. Alors, ils seront toujours d'accord, c'est ça? Autrement dit, ils seront tous des traîtres. Un envers l'autre ou envers le monde de la mort? Envers les nations, envers les archétypes, lorsque des êtres humains prendront le contrôle, par exemple, de l'Union soviétique, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Québec, de la France et de plusieurs autres pays, ils seront des dirigeants qui, archétypalement, doivent préserver leurs frontières. Étant donné qu'ils seront assujettis à une même conscience, ils n'auront pas le goût de préserver leurs frontières, ils auront le goût de fusionner les frontières. Alors, lorsqu'à un moment donné, le Canada et les États-Unis, d'ailleurs, c'était en marche au niveau de la communauté économique européenne, il y a une fusion des frontières qui s'en vient. Il y a une fusion des frontières commerciales entre le Canada et les États-Unis qu'on appelle le libre-échange. Lorsque, c'est un phénomène nazarien, ça va de soi, mais c'est la même mécanique, c'est une préparation des terrains. Lorsque les individus, les aristocrates prendront le pouvoir, dans les termes actuels, ils prendront le gouvernement en termes de puissance, dans les termes de demain, ils auront une tendance innée à se sentir confortablement amis des autres dirigeants. Et progressivement, ils manipuleront les populations, ce que les populations acceptent, très graduellement, une fusion pour éliminer les nations, donc éliminer les frontières. De ce fait, ils deviennent tous des traîtres à la nation, du point de vue du langage actuel en termes de politique. C'est le grand monarque. Donc, progressivement, le grand monarque, l'intelligence supramentale exprimée à travers différents corps physiques, va prendre le contrôle du système planétaire. Tellement plus simple, tellement plus logique. Est-ce possible que le grand monarque... Tout est possible. Non, mais celui que, du point de vue de la population, sera grand monarque, il n'aura rien à voir avec ça, mais acceptera l'idée des aristocrates supramentales conseillers. Ben, c'est ce qui va arriver. Mais est-ce que ça peut n'être que ça?
Non, ça peut être ça, et ça va, dans bien des cas, être ça. C'est-à-dire que beaucoup d'individus ne se présenteront pas en politique, mais serviront justement de conseillers à différents ministères, à différents organismes, sinon carrément au gouvernement, comme c'est déjà le cas. En Angleterre, ce que vous appelez la dame de fer est régulièrement conseillé par des êtres qui font partie de la franc-maçonnerie. Donc, par des êtres qui ont une relation lazarienne, par des êtres qui sont en contact. Et ces êtres qui sont en contact avec ce genre d'énergie, nécessairement conseillent ce qu'on appelle la dame de fer. Et au Canada, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Chine, ce n'est pas la même chose. C'est la même mécanique ou la même... c'est la même situation. C'est la même... en tout cas, on va dire la même mécanique, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution ou la supramentalisation. C'est exactement en relation avec la supramentalisation. Les individus ne sont pas conscients, c'est tout. Mais les individus ont l'impression que telle ou telle chose est bonne et ils vont communiquer leur intention, c'est-à-dire qu'ils vont confirmer les désirs et les objectifs des gouvernants. Parce que les gouvernants étant des êtres humains encore trop égoïsés, ils ont besoin de se faire confirmer leurs propres idées. Alors ils vont confirmer simplement, ils vont se servir de confirmateurs, ils vont confirmer certaines tendances de l'ego et du mental de certains dirigeants à accomplir des choses. Mais ils vont se confirmer mutuellement. Si par exemple, les gens, les conseillers présentement, ceux qui conseillent, confirment aux dirigeants certaines choses, mais eux, quand ils confirment, n'en sont pas convaincus de ce qu'ils amènent. Ah, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y a certains dirigeants qui sont totalement supramentales. Mais pas comme l'individu. Il y a une poignée de dirigeants, de conseillers et de dirigeants, une poignée réellement, qui sont en contact, suffisamment conscients avec l'énergie supramentale. Certains l'appellent supramentale, d'autres l'appellent sur d'autres dons. Il y en a quelques-uns, vraiment pas énormément. Ils n'ont pas accès à répondre à des questions parce qu'ils ne seraient pas capables de s'empêcher de communiquer cela aux gouvernants ou de l'appliquer s'ils sont déjà les gouvernants, mais ils savent qu'ils sont manipulés par une force d'intelligence. Mais ils ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas. Mais ils savent. Ils savent que ce n'est pas un dieu, ils savent que c'était puissant, ils savent que ce n'est pas une mécanique extraterrestre dans le sens ovni, ils savent ce genre de choses. Si tu discutes avec eux, ils vont immédiatement aimer discuter avec toi parce que tu vas leur amener des mots qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais eu nécessité de ces mots, et c'est préférable qu'ils n'aient pas ces mots non plus, pour la simple raison que s'ils les auraient eus, ils auraient parlé comme avec ces mots au gouvernement ou au peuple. Un être humain qui a suffisamment d'informations, de plus en plus l'être humain qui s'aristocratise vivra une problématique, celle où il en sait tellement qu'il ne sait plus quoi faire sur le plan planétaire. Celle où il en sait tellement que finalement il en sait vachement trop pour être efficace. On pourrait se dire, comme dans la mécanique du Teflon, c'est une mécanique assez facile, on n'a qu'à donner un cours pour aider les parents et les professeurs à s'occuper de l'enfant Teflon. Et là, immédiatement, on a l'impression qu'ils devraient faire 25 séminaires pour arriver à nous comprendre. Alors que si une personne, un psychologue conventionnel, lit les 3 volumes que j'ai écrits et qu'il décide de donner des cours, alors lui pourra faire de l'argent parce qu'il n'aura pas de problème. Il va donner exactement ce que les gens ont besoin. Et nous, si on veut donner la même chose, on a toujours l'impression qu'on leur donne rien. Ce rien est énorme pour les individus. Nous, on veut donner des escaliers. Ils ont besoin d'une marche. Alors, la majorité des aristocrates doivent, et c'est pourquoi les dirigeants de certains pays ainsi que les conseillers n'en savent pas plus, parce que s'ils en sauraient trop, ils ne pourraient plus rien faire. Ils deviendraient inefficaces. Mais actuellement, est-ce que c'est tout de même plus intelligent dans leur pays qu'ailleurs? Ce n'est pas plus intelligent dans leur pays, c'est que le contexte planétaire est de plus en plus intelligent. Il y a des pays qui vont drainer du karma et souffrir, et nous, si on observe ce genre de dirigeants, on va dire qu'ils sont totalement débiles, alors qu'en réalité, du point de vue planétaire, c'est parfaitement intelligent. Et il y a d'autres dirigeants qui augmentent leur puissance. Il y a des entités supramentales qui manipulent l'Union soviétique, et il y a des entités supramentales qui manipulent l'Angleterre, exemple. Et lorsqu'il y a eu une confrontation entre l'Union soviétique et l'Angleterre dans les îles Malouines, par personne interposée l'Argentine, l'Angleterre devait initiatiquement, comme quand on vous écœure, vous devez, à un moment donné, surmonter un problème et décider qu'il y en a marre. A fait, et ces 2 intelligences supramentales qui, manipulant l'humain pour que l'humain s'éveille, vont s'afficher. Étant donné que la génétique britannique n'est pas... L'aristocratie britannique, elle est correcte. La majorité de la population britannique n'a pas été suffisamment mélangée à l'aristocratie. Lorsqu'une intelligence défait les archétypes dans la mécanique britannique, cela engendre des néotypes totalement disparates. Et c'est pourquoi en Angleterre, on a
l'apparition de la majorité des mouvements involutionnaires. C'est-à-dire qu'on aura l'apparition des punks, on aura l'apparition des têtes de peau, on aura l'apparition de la violence, on aura l'apparition de supporters de soccer ou de football qui sont capables de s'entretuer, de tuer plein de monde pour pouvoir simplement aller dire aux autres qu'ils les haïssent. On a énormément de problèmes sociaux en Angleterre uniquement parce que l'intelligence est en train de former une aristocratie là-bas, est en train de déformer l'aristocratie archétypale de l'humain égoïque pour la retransformer dans une aristocratie intelligente. Aux États-Unis, ça va copier, quoiqu'on a encore aussi des choses neuves qui apparaissent là. Mais les Américains, étant déjà des assujettis de la problématique britannique par l'intermédiaire de Lazare, de Thomas Paine, de plusieurs autres personnages, ils ont, par le mélange sanguin à travers différents peuples, solidifié leur génétique, ce qui leur permet d'avoir un contact supramental avec beaucoup moins de problèmes sociaux. Le Québec, comme le Canada est américain, le Québec lui-même est un peuple qui a vécu suffisamment de problématiques, suffisamment de... On a envoyé des criminels, on a envoyé la majorité des marginaux ici au Québec, du point de vue du contexte français, pour coloniser. Le Québec, comme l'Australie, était une espèce de prison nationale, et nécessairement les individus marginaux, ceux qui s'adaptaient mal dans des contextes archétypaux, vont engendrer des génétiques qui, ici, vont nous permettre d'avoir un contact supramental avec encore moins de problèmes sociaux. Il est évident que les humains anciens vont lentement avoir tendance à copier les problèmes américains. Et là-bas, en Amérique, on a aussi tendance à copier les problèmes britanniques. Mais c'est simplement une copie, on parle de l'humain ancien, mais du point de vue de ce qui germe dans ces nations, l'Angleterre, c'est la première. L'Europe, on l'oublie, l'Europe française et ces coins-là, ça, il n'y a pas... Le problème, c'est qu'il y a des Européens là. Actuellement, les pays sont manipulés par des entités supramentales. Et quand vont-ils être manipulés par des entités supramentales bouddhiques? Ah, pas tout de suite, pas tout de suite. Il faut premièrement qu'une purge se fasse. Une entité supramentale bouddhique ne tolérera jamais une apocalypse planétaire. C'est ce qui est la problématique, c'est que une entité supramentale reliée à de l'amour, donc une entité qui est capable d'amour intelligent ou qui a une intelligence qui a du cœur, souffrira d'engendrer une apocalypse. Alors, n'engendrera pas d'apocalypse. N'engendrant pas d'apocalypse, c'est comme s'il interdirait une opération salvatrice du règne humain. Alors, une intelligence qui a du cœur, qui deviendra un grand monarque trop rapidement, obligerait l'humain à souffrir encore quelques milliers d'années parce qu'il ne pourrait pas supporter de voir l'humain souffrir intensément pendant quelques années. Alors que l'intelligence supramentale, sans phénomène bouddhique, elle applique une mécanique et ne peut souffrir d'appliquer une mécanique, ce qui fait que si une mécanique devient intelligente, donc écologique du point de vue de sa gestion, elle l'applique. Lazare étant le phénomène mental du contexte planétaire, surtout relié à un plan supramental, il n'a pas de problème majeur à engendrer une guerre mondiale et par la suite à la dissoudre. Alors que le Christ, donc un phénomène bouddhique supramental, le Nazaréen, n'aurait jamais pu faire cela. Mais ça a l'air de dire qu'une entité supramentale uniquement est plus efficace qu'une entité supramentale bouddhique. Dans un contexte involué, oui. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de facilité à gérer un contexte planétaire plus bas que la mécanique bouddhique qui, elle, n'a pas encore suffisamment de vibrations pour pouvoir intelligencer l'évolution explorative d'un contexte refroidi. Le phénomène bouddhique est un phénomène qui ne veut pas de création. Le plan supramental est un phénomène qui s'en fout, et le plan mental en descendant est un phénomène qui veut conserver la création. Actuellement, est-ce qu'il y a des parties de l'univers, de la planète, qui sont bouddhiques, qui ont une émergence bouddhique? Il y a des êtres humains qui ont un contact avec le plan bouddhique et qui s'arrangent pour l'atténuer de façon à ne pas trop perturber l'évolution rapide de certains humains. Si moi je me connecte au plan bouddhique, il y a énormément d'humains qui, au lieu de manger une claque en plein visage, un petit coup de pied au cul, vont recevoir un peu plus de fleurs et vont évoluer plus astralement, paisiblement vers le contact supramental. Mais dans cette vie-ci, ils ne doivent pas escompter être fusionnés. Si je me déconnecte de ce plan bouddhique lorsque c'est nécessaire, alors je peux maintenant, sans souffrance, donner un bon coup de pied au cul à un individu, alors que celui-ci ne comprendra peut-être pas ce que je fais, mais il a plus de possibilités dans cette vie-ci ou dans sa prochaine vie de parvenir à une fusion. Cela semble plus inécologique du point de vue de la vision de l'animal humain, de la vision de l'âme, de l'astral et de l'ego. Mais c'est drôlement plus écologique du point de vue de l'intelligence. Le grand monarque, lui, est connecté à quoi? C'est de l'intelligence supramentale, donc c'est de l'énergie. C'est de l'énergie créationnelle qui, dans un contexte planétaire, fait référence à de l'intelligence supramentale. Puis, est-ce que son instauration à l'échelle planétaire est son accomplissement?
quel est autrement dit, l'accomplissement du grand monarque, c'est quoi? L'accomplissement du grand monarque, c'est la création de sociétés intelligentes. C'est la création de forces qui, premièrement, c'est l'accomplissement, la finalisation de la montée de la femme dans une échelle d'aristocratie, de gouvernement et d'expression de mécanique intelligente. Première chose, lorsque l'être humain voudra reconnaître, savoir si le grand monarque a réellement commencé son instauration, il y aura premièrement libération de l'enfant. Début d'instauration d'une mécanique monarcale d'envergure. Il y aura par la suite l'estompement total au niveau social, au niveau de la puissance, de ce que l'humain appelle le pouvoir. Il y aura disparition totale des barrières interdisant à la femme de parvenir à être dans l'expression de l'événement légal du mâle. Il y aura par la suite la dissolution progressive des archétypes permettant la gestion psychologique du racisme à travers les nations. Donc, l'être humain, lentement, perdra dans son astral, dans sa psychologie, la saveur émotive qui nourrit son racisme. Il ne pourra plus considérer le racisme en fonction du nom que l'on va attribuer à une nation et non plus en fonction d'une couleur cutanée. Lentement, donc toujours progressivement, le grand monarque, dans son instauration, va engendrer dans la conscience de l'humain la dissolution du racisme théologique. Il va lentement permettre la dissolution de vieux archétypes, il va permettre la fusion de différents égrégores théologiques, donc il y aura perte massive de la puissance des dirigeants des religions. En l'occurrence, les papautés vont perdre leur puissance. Et il y a évidemment des religions qui vont essayer d'engendrer des guerres pour ne pas mourir. En l'occurrence, la religion musulmane peut faire ce genre de choses. La religion catholique aussi, de toute façon, va le faire, comme différentes religions que l'on appelle athées. Par la suite, il y aura dilution de certaines frontières réelles, des frontières politiques entre des nations. Il y aura l'instauration progressive ou l'acceptation progressive d'un langage universel, une forme de dixitera, c'est-à-dire un langage planétaire. Et l'instauration du grand monarque va se poursuivre dans ce genre d'expression. Il y aura évidemment un consensus du point de vue de l'écologie planétaire qui sera fait à l'échelle planétaire. À l'échelle internationale, il y aura donc ce genre de Est-ce qu'il va toujours demeurer après que ça va être accompli ou il va totalement se dissoudre pour laisser place à un autre Non, le grand monarque, lentement, va atterrir et va être digéré par l'humain. Donc, l'humain vivra dans un contexte intelligent, qui nécessairement est harmonieux. Mais est-ce que le grand monarque va exprimer du supramental bouddhique? Le grand monarque, dans sa terrestrification, ne sera uniquement qu'intelligence supramentale, et lorsqu'il sera digéré, il sera de l'intelligence supramentale bouddhisée reliée au phénomène intentionnel. Parce que ce que tu as mentionné, c'est tu emploies les mots progressifs, donc ça a une consonance bouddhique. Non, c'est une consonance ajusteur de pensée, c'est une consonance qui est simplement mécanique, qui fait que l'humain ne peut pas être manipulé au-delà de sa capacité d'être manipulé, qui fait que l'humain ne peut pas non plus être intelligencé au-delà de sa capacité de supporter de l'intelligence, ce qui fait que les humains vont tellement souffrir du contact supramental ou de la descente du grand monarque, ils vont tellement souffrir qu'ils vont se battre entre eux. Cela ralentit la descente, cela fausse l'expression d'intelligence et cela va nécessairement missionner des individus et progressivement, donc parce que l'humain ne peut faire autrement que de fonctionner progressivement, cela va se faire. Mais ça ne se fera pas d'une façon bouddhique, c'est-à-dire que s'il doit y avoir de la souffrance, il y aura de la souffrance. Mais pas chez les individus qui ont un contact contrôlé avec un ajusteur de pensée, pas chez les individus qui ont suffisamment d'informations et qui se servent de leur information. Tout à l'heure, je discutais avec deux personnes et je leur disais que finalement, l'humain devient une librairie. La majorité des personnes ici sont des libraires. Si vous vous réchauffez un peu dans votre langage et que vous discutez avec un psychologue, vous allez le planter comme il faut. Si vous vous réchauffez dans votre langage, qui que ce soit, et que vous discutez avec un ministre, avec un professeur, avec un sociologue, vous allez le planter comme il faut. Vous pourrez le suivre, mais il ne pourra pas vous suivre. Et ça, qui que ce soit ici. Sauf que vous êtes des libraires, c'est-à-dire que si l'on va vous consulter, vous aurez des livres à nous suggérer. Vous aurez de l'information à nous donner.
mais vous ne lisez pas vos livres. Vous n'appliquez pas votre information. Et c'est pourquoi le libraire peut se dire, moi je vends des livres en économie, mais je ne vois vraiment pas comment tu peux prétendre que si je voudrais, je pourrais devenir un très grand économe ou un très grand économiste. Je ne vois pas. Ben, les caves qui viennent acheter tes livres, eux autres, ils lisent tes livres, puis ils deviennent des économistes, puis ils deviennent des économes. Puis toi, ben, tu les vends, les livres. Alors, t'espères qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir devenir économistes et économes parce qu'ils ne vont pas faire plus d'argent en vendant plus de livres, au lieu de te retourner puis de les lire, tes livres. Et il faut appliquer. L'humain qui, présentement, a de l'information, il a de l'énergie. Cette énergie est une bombe. Elle peut exploser. On en a déjà parlé. Elle doit exploser en groupe et non pas exploser seule. Parce que l'humain ne sera pas capable, dans son ego, de supporter une explosion d'intelligence seule. L'humain souffre de fausse modestie, à cause que l'humain a de l'ego. Et l'ego a besoin d'un confirmateur. Il n'y a personne sur la planète qui s'est baptisé lui-même. Il a dû être baptisé par quelqu'un d'autre parce qu'il a dû être confirmé par quelqu'un d'autre. Que ce soit Jean qui baptise le Nazaréen, que ce soit n'importe qui d'autre. L'humain a besoin d'un confirmateur. S'il éclate seul, il ne peut supporter dans sa fausse humilité ce qu'il vient de découvrir. Il a l'impression qu'il est en train de devenir fou ou folle. Alors que n'importe qui pourrait dire « tu n'es ni fou ni folle, je te reconnais ». Et ça stabilise l'ego. Ce n'est pas une carotte, c'est une stabilité de l'ego. Et l'ego va poursuivre son anégoïsation. L'humain est une librairie, l'humain a suffisamment d'informations. Et maintenant, il est temps que l'humain transforme l'information en énergie. Et je reviens encore sur la même sempiternelle idée. L'humain doit travailler, programmer son ego pour parvenir à monnayer son intelligence. Cela veut dire se missionner ou convertir. Sinon, on n'a pas assez de pouvoir pour influencer tout le reste de la planète à faire ce que nous, on aimerait faire amener une société dans laquelle nous, on voudrait fonctionner. Sinon, on veut se retirer, on veut vivre sur deux plans. Si, par exemple, le grand monarque dirige présentement, il va être obligé de vivre sur deux plans. Il ne pourra pas accepter de continuer à vivre dans la merde qui dirige. Il vit sur deux plans. Tu as raison. Puis est-ce que ça va continuer comme ça? Il va venir un temps qu'il va pouvoir y aller à fond de train et faire appliquer ce que lui, il désire et qu'il soit appliqué. Le grand monarque, on revient encore à l'intelligence supramentale, exprimée à l'échelle d'une collectivité. Les individus restent individuels dans leur conscience, mais il y a beaucoup d'individus reliés à leur propre intelligence ou centrés dans leur intelligence. Donc, collectivement, il y a de l'intelligence, c'est le grand monarque. Le grand monarque vit nécessairement dans deux contextes, parce que le contexte planétaire le refuse. Plus l'être humain va devenir aristocrate, plus l'être humain va être capable d'exprimer de l'intelligence, plus l'être humain va ajuster son langage, plus l'être humain va rendre esthétique ce qu'il exprime en termes d'onde de forme, plus l'être humain va, et quand je parle d'esthétisme, je parle d'intelligence. Je ne parle pas de mettre plein de maquillage pour plaire aux animaux humains. Je parle d'un esthétisme qui fait que dans cette onde de forme, tu es plus apte à exprimer de l'intelligence. C'est un vrai esthétisme. Lorsque dans l'esthétisme archétypal, la femme se colore, la femme se prend le visage pour un tableau de peinture, elle a plus de facilité à exprimer sa sensualité. L'esthétisme de l'aristocrate planétaire est un esthétisme qui permet à l'homme comme à la femme, dans une certaine forme d'habit, d'expression orale, d'exprimer plus facilement son intelligence. Mais l'onde de forme ne sert qu'à manipuler. C'est une forme de manipulation. L'onde de forme, ce n'est pas une manipulation. L'onde de forme, ça manipule, mais ce n'est pas uniquement manipulatif. Ça manipule parce que les individus autour sont manipulables par l'onde de forme. L'onde de forme, c'est comme un mot. Le mot est une onde de forme. Alors, si je dis patate, cela dit quelque chose. Si je dis pomme de terre, cela dit autre chose. Et si je dis chevreuil, cela dit encore autre chose. C'est comme si tu dirais, on va employer n'importe quel mot pour pouvoir désigner d'autres choses. Mais oui, les mots manipulent, et si nous voulons parler d'intelligence, nous allons employer des mots qui sont en affinité avec l'intelligence. Nous pourrions dire, lorsque Dieu contrôlera l'âme de l'homme sur la planète Terre et que les hautes sphères de la spiritualité seront instaurées, j'emploie des mots religieux, mais ces mots ne désignent pas, non pas la même valeur. C'est-à-dire que ces mots, il leur manque quelque chose. Il leur manque une cravate. Alors, nous dirons, lorsque l'intelligence, il leur manque peut-être une boucle d'oreille, en diamant ou en or ou en argent.
Alors nous dirons, lorsque l'astral de l'humain sera totalement assujetti au mental de l'homme, et lorsque le mental de l'homme, de la femme et de l'enfant sera centré dans son intelligence, il sera capable de néotyper les formes pour démolir les vieilles formes, les vieux contextes, qui le rendent esclave d'une illusion où il croit que des hiérarchies émotives l'ont engendré et le contrôlent, et nécessairement veulent le sauver de la merde dans laquelle apparemment l'humain lui-même s'est placé. Mais là, je viens de rendre plus esthétique l'onde de forme de la parole. Lorsque l'être humain vit dans une maison plus esthétique, plus assujetti à l'intelligence, l'humain a une plus grande facilité d'exprimer l'intelligence. Si l'humain veut finir par monnayer son intelligence, l'humain doit adopter une onde de forme intérieure, une attitude d'être solide. On parlait à un moment donné de chevalier, c'est similaire. Ce n'est pas comme le cavalier qui monte une monture. Le chevalier est celui qui se sert des instruments pour les appliquer en fonction de l'amélioration des conditions humaines. Et il y a, comme dans n'importe quelle forme d'évolution, des récupérations astrales, et à un moment donné, on a des chevaliers qui détruisent. Mais la chevalerie elle-même, le terme lui-même est toujours entouré de, pas nécessairement d'honneurs idiots, mais d'honneurs purs. Alors, si l'être humain est capable d'être un chevalier, et on ne prendra pas le mot chevalière, on prend le terme chevalier, qui n'est ni masculin ni féminin, qui est un terme unisexe, qui désigne une condition, une attitude dans l'intelligence de l'humain. Un être humain qui est capable d'être un chevalier est un être humain qui se servira de lui et qui se servira de tous les outils qui l'entourent dans le but de préserver les acquis et dans le but d'améliorer la condition de l'humain. Et c'est fait d'une façon qui peut être égoïste, c'est-à-dire que lui se sentira mieux et vivra mieux dans un contexte plus adéquat. Et c'est fait dans une condition aussi qui semble altruisme mais qui ne l'est pas nécessairement, parce qu'il veut donner à ses enfants ou aux enfants des autres, qu'il veut donner aux véhicules supportant les réincarnations. Donc il veut donner à l'enfance un monde qui sera plus apte à laisser exprimer ce qui se réincarnera, ainsi que ce qui se fusionnera. Donc l'aristocrate planétaire est un être humain qui devra travailler en fonction de développer des ondes de forme qui sont assujetties à laisser libre cours à l'expression de l'intelligence supramentale, donc qui, graduellement, sans que l'être humain ait trop à travailler, va amener non seulement de l'intelligence, mais du temps et de la matière, de l'argent. C'est-à-dire que le raffinement de raffiner l'onde de forme, c'est ce qui peut permettre l'alliance entre la matière et puis l'intelligence ou l'esprit. Lorsque le raffinement de l'onde de forme est exécuté par de l'intelligence. Autrement dit, lorsque tu te regardes dans le miroir, si tu es une femme, tu ne peux pas considérer que tu te trouves belle aujourd'hui en fonction inconsciemment du fait que tu crois que les hommes vont te trouver cute aujourd'hui. Parce que la sexualité de la femme est à peu près uniquement basée sur le maquillage et le vêtement. Lorsque la femme plaît, elle a sa jouissance. Ce n'est pas la même jouissance que l'ordre sexuel, mais c'est le même phénomène de jouissance que le mâle aura. Lorsqu'une femme passe à travers un paquet d'hommes et qu'aucun homme la regarde, la femme ne se plaît pas elle-même, c'est ce qu'elle va dire. La femme va vouloir aller s'arranger un peu pour se faire plaisir. Mais son plaisir, sa jouissance sexuelle, et lorsqu'elle va ressortir de sa cabine, eh bien là, il y a des hommes qui vont la regarder, et là, la femme a l'impression qu'elle se plaît. Le mâle, c'est la même chose. Si le mâle attire la femme, il a l'impression qu'il est correct. C'est une onde de forme, c'est une esthétisme, mais c'est l'esthétisme de l'animal humain. C'est l'esthétisme de la conscience astrale. Lorsque nous parlons d'aristocratie planétaire, d'aristocratie supramentale, nous parlons d'une onde de forme qui, lorsque tu te regardes, fait que tu te sens plus solide pour supporter la vie. Plus solide pour supporter les visions neuves. Plus solide pour communiquer avec un individu. Et là, tu as une onde de forme, un esthétisme aristocrate. Lorsque tu vas te battre, tu t'habilles en combattant. Tu vas être plus capable de supporter et d'exprimer de l'intelligence rapide à travers une mécanique, un événement de guerre. Lorsque tu rentres en affaires, tu abordes un onde de forme qui va permettre à l'intelligence de te traverser pour accomplir et fermer des affaires. Lorsque l'on parle donc d'aristocratie, lorsque l'on parle de l'onde de forme, ce n'est pas une onde de forme qui plaît à l'ego, elle peut plaire à l'ego.
c'est une onde de forme qui rend plus solide le véhicule qui exprime l'intelligence. Lorsqu'un individu parle avec la tête toujours un peu croche, lorsqu'il regarde par là-bas, il lui manque dans l'onde de forme quelque chose pour que l'intelligence s'exprime. Il exprime une intelligence colorée, il exprime de la mémoire d'intelligence, il exprime de l'incertitude, il exprime le passé. Mais lorsque l'humain n'est pas capable de contrôler sa puissance oculaire, il exprime aussi de l'orgueil. L'onde de forme est importante et le monarque, c'est-à-dire que les êtres humains qui seront reliés au monarque, donc les aristocrates planétaires, nécessairement, on va en reparler beaucoup plus au niveau du PMC+, nécessairement sont les individus qui acceptent d'entrer les 2 pieds et les 2 mains, les fesses compris, dans un monde nouveau, celui du choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, celui qui fait qu'il va maintenant commencer à accomplir des choses. Et l'être humain, l'ego de l'homme, n'a pas encore la conscience de ce que veut dire accomplir des choses. Parce qu'il ne se sert que de son expérience du passé, il regarde ce qu'il a accompli, et à partir de ce qu'il a accompli, il essaie de vérifier ce qu'il pourra accomplir. Mais il n'est absolument pas dans la bonne trame. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui va déterminer ce que vous ferez. Quand je rencontre des ex-ministres du Parti québécois, quand je rencontre certains personnages et que je discute avec eux, je me rends compte qu'ils sont, dans la majorité des cas, vos inférieurs. La nuance, c'est que la vie les a menés un jour à crier plus fort que d'autres et à se faire élire. L'ex-ministre du Travail du Parti québécois, lorsque j'ai animé quelques émissions de radio avec lui, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement plaisant, mais je connais énormément d'humains qui sont drôlement plus puissants que lui. Et on peut rencontrer différents ministres qui sont encore actuellement en fonction et qui sont partis de leur sous-sol. On va dire, oui, mais c'était un dirigeant de la Banque nationale du Canada. Ouais. Par contre, au niveau de l'efficacité, ils sont plus efficaces, étant donné qu'ils sont rendus là. Même pas. Mais parce qu'à un moment donné, il y a le phénomène d'être intelligent, mais que ça ne sert à rien. Oui, et c'est sûr aujourd'hui que lorsque tu deviens ministre, tu n'as pas la puissance qu'il faut, tu te rends compte qu'une fois ministre, tu ne peux pas y arriver à faire bouger les fonctionnaires. Les ministres sont pas plus efficaces. Si je vous donne l'outil, la machine, pour que toutes vos conneries soient récupérées et éliminées par les fonctionnaires, et que le taux d'intelligence soit dilué et terni par les fonctionnaires, ben vous serez efficace. Vous aurez une secrétaire qui va vous rappeler régulièrement ce que vous avez à faire. Alors, présentement, tu oublies tout chez vous. Vous aurez des personnes qui vont vous booker des réunions, qui vont vous dire qui rencontrer, rencontre pas un tel, rencontre celui-là à place, des individus programmés qui ne font que ça. Puis vous allez dire, ah oui, bon, oui, tu penses que, OK, qu'est-ce que je dois lui dire? Ben voici le texte, apprends ça un peu, tu apprends ça un peu, puis tu n'apprends pas tout. Les ministres arrivent avec le papier, puis ils lisent un peu. Ils sont même pas capables de régler des conflits de travail absolument idiots. Ils ne règlent pas des problèmes de BPC, ils ne règlent pas des problèmes de pollution, ils ne règlent pas des problèmes d'enlèvement, ils ne règlent pas des problèmes d'incendie de forêt. Ils ne règlent pas grand-chose. Ce sont les mêmes humains qui, au départ, avaient des problèmes à régler leur budget familial et qui se ramassent à gouverner. Et on va dire, oui, c'est plus facile de régler un budget provincial ou c'est plus difficile. Ça dépend. Ça dépend. Si le contexte économique planétaire fait que c'est plus facile, c'est plus facile. Si c'est plus difficile, c'est plus difficile. L'humain est exactement le même. Mais l'efficacité, je parle au niveau, comme si on donne des cours, on ne sait pas comment former le cours, puis un psychologue ordinaire saurait comment former le cours parce que c'est quoi donner aux clients. C'est la même chose pour en politique. Il est efficace au point de vue il peut entrer là plus facilement. Non, c'est que tout ce qu'il faut faire, c'est que lorsque l'être humain devient plus conscientisé, lorsque l'être humain, comme dans votre cas, devient plus ouvert, lorsqu'il a, entre guillemets, trop d'informations, simplement, c'est que plus vous avez de l'information, plus vous semblez être anachronique. Vous êtes en avance sur votre temps. Mais si on est en avance sur notre temps, réunissons-nous entre nous pour être dans notre temps. Et ce que nous devons appliquer à l'échelle planétaire, communiquons des bribes à certains individus comme si on leur donnait des idées et laissons-les le faire. Alors, un psychologue ne donnera pas un meilleur cours. Le psychologue ne peut pas former un cours. Le psychologue, lui, va s'arranger pour que quelqu'un lui forme un cours où il le donnera pendant 5-6 années jusqu'à temps que finalement, il élimine les parties puis qu'il ramasse les parties qui fonctionnent. Le psychologue n'est pas capable de bâtir un cours. Mais si nous nous adressons à une personne qui structure des cours, mais elle, hélas, ne sait jamais comment inventer un cours. Si on lui donne toute l'idée, elle le structurera, le cours.
Et là, le psychologue pourra peut-être l'enseigner, et peut-être même pas, ça dépend de sa fausse modestie. Il se dira, je suis un psychologue, moi je ne suis pas un professeur. Qu'est-ce qu'il fait chez moi que je peux enseigner? Alors, il y a une grosse nuance. Présentement, dans ceux qui se conscientisent, ils sont capables d'enseigner, de former des cours, d'organiser des cours. La seule nuance qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas encore capables de se déplacer de leur point de vue jusqu'au point de vue de l'élève. Ils vont se déplacer au point de vue de l'élève lorsqu'ils auront l'élève. Mais ils vont être capables de se déplacer jusqu'à un certain niveau et ils vont bâtir une publicité de l'information qui passe en haut de la tête des individus. Les individus, s'ils sauraient ce que c'est, ils seraient emballés, mais ça passe en haut de la tête des individus. Mais ce n'est pas un problème, ça, c'est une question d'expérience. Il suffit simplement de tenter sa chance un peu plus jusqu'à temps que l'ego finisse par instruire suffisamment l'ajusteur de pensée de quelle façon on doit ajuster les choses en fonction des animaux humains. Il y a une simplicité totale dans cette expression. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on doit réapprendre encore une chose, à être patient. Et l'humain, même l'humain qui dit « Oui, mais moi, je suis patient. Mais là, je suis tanné. Fait 2 mois que je suis patient, là. » Non, il n'est pas patient, Il attend en gueulant, il se ronge les ongles ou les ongles des autres. Mais il n'est pas patient. Celui qui est patient est celui qui ne souffre pas d'attendre, celui qui essaie des choses. Celui qui ne dit pas « Bon, ça y est, on s'est encore fait fourrer. » On ne s'est pas fait fourrer. C'est qu'on n'est juste pas assez intelligent pour comprendre ce qu'il aurait fallu qu'il soit fait. Ou on a suffisamment d'informations, on est un libraire, puis on n'a pas été lire le bon livre. On a un livre qui dit comment parvenir au succès. Puis un autre livre qui dit comment conserver son succès. Conserver son succès, hein? Conserver son succès. Nous, on n'a pas de succès présentement parce qu'on s'observe puis on regarde ce qu'on aimerait avoir. Alors, on lit le livre comment avoir le succès. Puis là, on essaye des choses. Puis on perd tout ce qu'on a déjà comme acquis. On doit se servir et utiliser ce qu'on a comme information. Vous savez une chose? Si actuellement, on bloque totalement les PMC, on bloque totalement les conférences, on bloque totalement toutes les structures PMC+, ou camps en forêt, ou etc., on bloque tout ça. Et on décide de s'arrêter, de fouiller dans notre librairie et de commencer maintenant à mettre en œuvre ce qu'on a dans la librairie. Vous savez qu'on en aurait pour quelques années? Alors qu'au lieu de se servir de ce qu'on a, on continue à en mettre. On grossit la librairie. On peut faire 2 choses. On peut effectivement cesser d'en mettre et commencer à appliquer. Parce qu'il y a énormément de techniques que plusieurs individus connaissent, qu'ils ont appris, mais qu'ils n'appliquent pas, ou qu'ils appliquent un petit peu. Ces techniques sont formidablement géniales. La plus géniale, la technique Menfi. La deuxième, c'est l'isométrie cérébrale, l'ETM, élongation tendinomusculaire, entre autres. Je ne parlerai pas évidemment de techniques aussi géniales qui sont le contact avec l'ajusteur, le langage d'intelligence, le jeu de la vie 1, 2 et 3, que les humains n'appliquent pas suffisamment. Juste faire des phrases qui n'ont pas de sens, mais qui ont une suite, c'est extraordinairement mutatif chez l'humain. Et il ne faut pas pratiquer beaucoup, il faut y penser 1 fois par jour. Et ça te change un humain de A à Z. Malgré cela, on peut faire 2 choses. On peut continuer à aller chercher de l'énergie, à la condition qu'on soit capable de l'appliquer ou d'appliquer déjà un peu le passé. L'énergie qu'on va aller chercher devrait servir à dynamiser notre passé. Les nouveaux livres qui rentrent devraient nous servir à nous dynamiser à lire le reste des livres. Puis l'humain en masse de temps, parce que dans la librairie que vous avez, lire 3000 livres, ça peut se faire en 1 demi-heure. Alors, il manque des petites choses que l'humain doit faire. On va y revenir de toute façon, on va faire une petite pause et puis on continuera.